qui est donc partie d'une série de webinaires que le Club France Initiative a mis en place. Le Club France Initiative ayant pour ambition de parler, de réfléchir et de proposer des idées autour de la thématique de l'influence de la France dans le monde à travers notamment le réseau des Français qui résident ailleurs hors des frontières françaises. Pour mémoire, nous sommes, il est difficile de savoir combien nous sommes, quelque part entre 2,5 millions et 3 millions, je dis nous, puisque moi-même je suis une Française de l'étranger depuis 2005 et j'habite en temps normal, et vous confirmerez qu'à ce moment le temps n'est pas normal, j'habite à Singapour. Donc bienvenue à tous après un webinaire qui avait été consacré à l'influence de façon très théorique, très académique, je dirais, avec Nicolas Tenzer. Nous avons eu un webinaire sur le Liban, un webinaire sur le sport, un webinaire sur le thème de la recherche et voici donc un nouveau webinaire sur le thème de la mer. Alors pourquoi la mer? Pourquoi la mer? Simplement parce que un thème que moi je connais fort mal. Ce n'est pas parce que j'ai passé un peu de vacances au bord de la mer que je peux la connaître, loin de là. En creusant un petit peu le sujet, j'ai vite vu que c'était un domaine dans lequel la France avait énormément d'atouts. Ça recouvre des champs extrêmement variés, depuis, je viens de l'évoquer, le tourisme, les loisirs, le sport, mais également la culture et bien évidemment l'industrie au sens large, la construction navale, le transport maritime et puis des sujets plus liés à l'environnement, puisque on va également avoir des sujets de biodiversité, de parcs marins, de protection de l'environnement. On a également des sujets de droit international. On voit bien que dans certaines zones du monde, on a des sujets de lutte contre les trafics, la piraterie, par exemple, sur le domaine maritime. Et puis, au bout du compte, évidemment, les sujets géopolitiques, avec la géopolitique des mers, avec, dans ma circonscription, notamment le sujet de la mer de Chine du Sud. Donc, c'est pour ça que, voyons tout ça, avant les atouts de la mer, la France est, je crois, le deuxième littoral au monde. Vous me corrigerez si je me trompe. Nous avons proposé à deux intervenants qui connaissent très bien le sujet de venir un peu de nous présenter quels sont les atouts de la France historiquement et aujourd'hui, quelles perspectives on peut avoir, et puis en fonction du jeu de questions-réponses qui suivra, voir comment nous pourrons peut-être refaire ensuite des webinaires plus ciblés, sur des sujets plus ciblés, toujours avec en tête cette idée de quelle est l'influence de la France, est-ce qu'elle est connue, est-ce que déjà en interne chez nous on connaît nos forces, dans notre économie française, dans notre système culturel français, dans les sujets environnementaux français, qu'on connaît les forces réelles de la Maison France sur ce sujet-là. Donc, je vais sans plus tarder passer la parole à nos deux intervenants. Donc, Christian Buchet, qui est donc un historien de la mer notamment, travaille à l'Institut catholique de Paris, que j'avais connu indirectement à travers une présentation qu'il avait faite à des managers sur le thème de la mer et comment la mer peut inspirer des managers dans le fonctionnement, dans la façon dont ils gèrent leurs équipes. Et c'était absolument passionnant. Je l'avais eu par personne interposée, mais je n'ai jamais oublié ce qui m'avait été rapporté. Merci beaucoup, Monsieur Buchet, d'avoir pu vous joindre à nous. Et puis, Monsieur Segura, qui est notre ambassadeur aux océans au sein de notre corps diplomatique. Il connaît donc forcément très bien le sujet. Et donc, je vais vous laisser tous les deux prendre la parole. Peut-être Monsieur Buchet en premier, et pour une 10 à 15 de minutes, Monsieur Segura par la suite. Ensuite, donc, nous ouvrirons la discussion avec, au bout du compte, un objectif, que j'ai oublié de signaler qui est important, c'est le Club France Initiative souhaiterait rédiger pour la fin 2021 une sorte de livre blanc qui fera un ensemble de propositions, qui versera au débat un ensemble de réflexions et de propositions sur, dans certains domaines, quelle est l'influence de la France pour les 10, 15, 20, 30 années à venir, où en sommes-nous et où pourrions-nous aller? Monsieur Buchet, je vous laisse la parole. Merci bien, merci Madame la députée. Est-ce que c'est une fois un quart d'heure ou deux fois un quart d'heure que je fais ce que vous voulez, mais c'est pour que je jauge bien mes propos? Ah, je n'entends plus là. Pardonnez-moi, avec un micro, c'est plus facile. Peut-être pouvons-nous commencer par 15 minutes et puis ensuite reprendre la parole en fonction des jeux de questions-réponses et peut-être compléter vos propos après, et ça dépassera largement le deuxième quart d'heure. D'accord. Non, c'était pour voir un peu ce que je faisais comme panorama. Bon, d'abord, merci pour votre invitation et je suis heureux de saluer Yves Merer qui m'a approché pour cette affaire. C'est la faute de son frère Laurent Merer qui est amiral et qui connaît parfaitement la mer et qui aurait pu tout à fait, je dirais, intervenir à ma place. Enfin, ça me permet dans tous les cas de te voir, Laurent, ça me fait bien plaisir. Bravo pour votre initiative parce que
Il y a beaucoup, je regarde l'heure quand même parce que je suis bavard, il y a beaucoup de choses à dire. J'aurais tendance à vous dire en commençant, j'ai y arrivé progressivement. Une toute petite modification, j'ai une double formation en fait. C'est aussi ce qui me plaît là ce soir. Je suis historien et économiste. J'ai fait des études parallèles. Il n'y a rien de mieux pour comprendre ce qu'il faut faire en économie que de se placer dans la longue durée. Et de ce point de vue, c'est bien de faire de l'histoire. Ce que j'avais envie de vous dire en introduction très rapidement, c'est que notre génération au sens large, elle est bien née. Le temps que nous vivons, je sais bien, nous sommes en pandémie, etc., est un temps exceptionnel. Ça n'arrive pas une génération sur trois, mais probablement le dernier tour de piste, c'est 30 ou 40 générations, c'est-à-dire au tournant du 15e, 16e siècle, cette période de la Renaissance. Et pour moi, nous vivons un nouveau temps qui est l'acabit de la Renaissance, c'est-à-dire qu'on a une chance folle. Si on regarde très rapidement, il y avait 4 sous-bâtiments, 4 piliers à la table de la Renaissance, on en a 3,5 aujourd'hui. Le premier, c'était une forte croissance démographique, ça, il n'y a que les historiens qui peuvent vous le dire, au tournant du 15e, 16e siècle, oui, il y a une forte croissance démographique. Aujourd'hui, nous battons tous les records en termes de démographie, puisqu'on n'était que 250 millions au début de notre ère. Il faut attendre Napoléon Ier en 1804 pour atteindre 1 milliard de terriens. On est à peu près 7 milliards 7. En 2025, demain matin, on sera à 8 milliards et la population mondiale devrait culminer aux alentours de 10 milliards 6 en 2050. C'est-à-dire que d'ici 29 ans, vous aurez 3 milliards probablement de terriens en plus. Donc, ce qui pose tout un tas de problèmes, de défis environnementaux, etc. Donc, ce premier booster de la Renaissance, nous l'avons et nous l'avons à plein. Second booster de la Renaissance, c'était énormément de découvertes techniques. Et vous savez mieux que moi que depuis 15 ans, on a plus découvert que durant toute l'histoire de l'humanité. Donc, on a ce second booster de la Renaissance. Troisième booster de la Renaissance, ça, on est déjà à fond dans le maritime, c'était qu'il y a eu un Big Bang géographique, un tournant géopolitique, 1488-1492. On change de temps, nous rentrons dans un temps qui va conférer à l'Occident le monopole économique. Pourquoi ? Parce que c'est la fin du commerce équitable, c'est l'Occident, en ayant en 1488 mis en connexion pour la première fois l'océan Atlantique avec l'océan Indien, qui va faire que tous les armateurs européens vont s'arroger l'ensemble du transport mondial. Donc, troisième élément, de nouvelles routes. Nous avons déjà, pas dans 5 ou 10 ans de nouvelles routes, les passages du Nord. C'est déjà une réalité. Quatrième booster de la Renaissance, c'était que lors de la Renaissance, vous aviez une philosophie résolument optimiste, porteuse d'allant, porteuse d'élan, et c'est ça qui a permis, je dirais, d'oser se jeter à l'eau, d'oser parcourir les espaces maritimes. Et je dirais, on a les 3 premiers boosters. Le seul élément qui nous manque, et particulièrement en France, c'est ce manque de confiance. Alors, ce n'est pas lié à la situation pandémique, ça fait des années que je travaille sur ce thème de la confiance. C'est en principe la 3e semaine de janvier qu'on voit apparaître tout un tas de sondages, comment les nationaux de tel pays voient l'année qui s'ouvre. La France est le pays toujours à la queue de l'OCDE. Et j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là, je ne vais pas vous asséner ça, mais j'ai été traumatisé dans ma jeunesse par une phrase de mon idole Éric Tabarly qui disait « La mer pour les Français, c'est ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils regardent la plage ». Et c'est très intéressant parce qu'au-delà de la mer qui nous intéresse ce soir, le fait de ne pas se tourner vers la mer et ce qu'elle représente, c'est ne pas se tourner vers la fluidité, c'est ne pas oser, c'est ne pas entreprendre. Et donc, mais ça ne serait pas l'objet de ce soir, j'ai pris 10 ans de ma vie pour essayer de comprendre quels sont les éléments qui ont fait qu'un pays bien doté géographiquement a fait qu'il ne se soit pas tourné vers la mer. Je me souviens, un l'amiral Luzan, Laurent me disait il y a très longtemps, quand j'étais encore jeune, oui, vous êtes jeune, la France s'est jamais tournée vers la mer, ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Eh bien non, parce qu'il y a 6 facteurs, ça serait trop long à les évoquer, sur les 6, il y en a 5 qui se sont dissipés. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas tourné vers la mer ou suffisamment vers la mer, même si on a créé les plus belles courses du monde, même si on a toujours eu les meilleurs marins du monde, que nous sommes d'indécrottables terriens. Il y a eu plus indécrottable que nous, c'est la Chine qui en 1354, va même jusqu'à 1453, va même jusqu'à interdire la navigation en mer. Donc ça, c'est ce premier élément. On est bien né et nous rentrons dans un temps nouveau de l'histoire, qui est le temps de l'océan mondial. J'y reviendrai. Qu'est-ce qui va caractériser ce temps de l'océan mondial ? C'est 2 chiffres, 2 fois 75. En 2025, 75% de la population mondiale va se trouver concentrée sur une bande littorale mondiale de 75 km. Sauf qu'on sera 8 milliards de terriens, et sur cette même bande littorale de 75 km de large, au pic démographique en 2050, ce sera 80% de la population mondiale. Il n'y a pas d'exception, même en France. Une toute petite définition de la mer, parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas si évident que ça. À travers toute l'histoire, on a simplement vu la mer dans une seule dimension, la surface, le commerce,
un peu de pêche en dessous, mais globalement une seule dimension. C'est oublier les 3 autres dimensions de la mer. Deuxième dimension de la mer, c'est la tranche d'eau. Il y a encore 120 ans, on considérait qu'au-delà de 250 mètres, nous étions dans une zone azoïque qui n'avait pas de vie. Bon, troisième dimension de la mer, c'est pour ça que la planète Terre porte bien son nom, 72% des terres de la planète Terre sont des terres immergées, qu'on a simplement vu de nos yeux vus qu'à 5%, et encore à travers des robots. C'est vrai qu'on connaît aujourd'hui infiniment mieux le Mars que le fond des mers. Comme le disait un directeur de l'Ifremer il y a quelques années, c'est vrai qu'explorer le fond des mers, ça équivaut à explorer les Alpes de nuit avec une lampe électrique. Donc, ce n'est pas évident. Donc, quand Paul Valéry disait « nous sommes dans un monde fini », quand on a vu de nos yeux vus que 5% du fond des mers, il y a encore du travail. Et quatrième dimension du milieu marin, ça j'ose les choses depuis juin 2016, on sait aujourd'hui que la biodiversité du sous-sol terrestre marin est différente de la biodiversité du sous-sol terrestre. C'est-à-dire que la mer, c'est, comme l'a montré le Grenelle de la mer, dont j'ai eu la chance d'être secrétaire général pendant 3 ans sous l'autorité de Jean-Louis Borloo, la mer contient la quasi-totalité des solutions pour un avenir mieux que durable que j'oserais qualifier de désirable, à travers ces 4 véritablement dimensions de la mer. Un dernier élément pour terminer cette introduction. Madame la députée, vous avez eu raison. Si j'avais le temps de faire un quiz et de vous demander quelle est pour vous la plus belle date, la plus grande date de l'histoire de France, peut-être vous me direz la date de votre naissance, qui est tout à fait acceptable. Ce qui est bien en sciences humaines, c'est que tout le monde a raison. Moi, je vous dirais 1994, la plus grande date de l'histoire de France. Pourquoi? Parce que c'est l'application des accords de Montego Bay de 1982, mais qui s'applique depuis 1994, qui confère à notre pays la plus belle zone, la ZEE, zone d'exclusivité économique au monde. On a la même superficie que les États-Unis, 11 millions et des poussières. On est loin devant le troisième qui s'appelle l'Australie avec 8 millions. Mais vous comprenez bien qu'on est la plus belle ZEE parce que États-Unis et Australie 1 et 3, c'est de par la taille de leur métropole. Nous, c'est grâce à l'outre-mer. L'outre-mer, c'est la grande chance de la France. Et la France et son outre-mer, c'est la grande chance de l'Union européenne. Mais ça ne s'use que si l'on s'en sert, bien évidemment. Donc, on a de formidables atouts. Et nous avançons vers une politique maritime, mais nous partons de loin. J'aurai 2 propos très rapides, mais qui sont prétexte à question. Dans un premier temps, je voudrais vous dire que la mer est la clé de l'histoire. C'était une intuition de quelques-uns, c'est une certitude. À l'instigation de notre pays, s'est tenu un grand programme de sciences humaines qui s'appelle Océanide. Ça a été 264 chercheurs qui, pendant 5 ans, ont travaillé sur le poids de la mer dans l'histoire de l'humanité, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. 264 chercheurs issus de 40 pays, pas plus de 30% de Français, pas plus de 70% d'Occidentaux, et ça nous a amené à peser l'importance de la mer dans l'histoire de l'humanité. Au-delà de la mer, c'est les flux. 3 principaux éléments de réponse. On peut affirmer maintenant, parce que c'est une démonstration, en tout temps et en tout lieu, le fait de se tourner vers la mer crée les conditions du développement économique, du succès, voire même les conditions d'une vie démocratique. Il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Je vous ferai rapidement quelques éléments de la démonstration. On sait aujourd'hui que Rome, la grande puissance de l'Antiquité, a prédominé parce que Rome, accrochez-vous, maîtrisait le commerce dans l'océan Indien, cher Laurent, dans l'océan Indien. Et c'est quand Rome a commencé à perdre la maîtrise du commerce de l'océan Indien qu'ils n'ont pas dégagé suffisamment d'argent pour lutter contre les Gauls, les Ostrogoths et autres Visigoths. Bon. On a analysé les 5 derniers grands conflits européens et mondiaux. Première guerre de 100 ans, je dis première guerre de 100 ans parce que les Anglais considèrent qu'il y a eu une autre guerre de 100 ans qui va de l'avant-dernière guerre de Louis XIV jusqu'à la fin des guerres de la Révolution de l'Empire. On n'a rien vu de ça. On n'a vu que cette guerre. Seconde guerre de 100 ans, première guerre mondiale, seconde guerre mondiale, guerre froide. Si vous analysez ça dans le cadre d'une perspective terre contre mer, c'est toujours la mer qui l'emporte. Il y en a un qui a parfaitement compris, même s'il était général, c'est le général de Gaulle. J'ai analysé pour Océanide, dont j'étais le directeur scientifique, le discours du 18 juin. Vous connaissez tous le refrain « La France a perdu une bataille, mais pas la guerre ». Mais le général, il explique. On n'a pas perdu la guerre parce que, je le cite, « nos alliés tiennent la mer ». Et c'est le fait de tenir les flux qui fait qu'on l'emporte. On a pu montrer, y compris pour la Première Guerre mondiale, dont vous avez dit s'il y a un conflit où la mer n'a pas joué un grand rôle, c'est la Première Guerre mondiale. Eh bien, Alvin Hoffner d'Oxford nous a bien montré que les alliés français et anglais ont pu surmobiliser parce qu'ils maîtrisaient tous les flux maritimes. Donc, on a pu surpuiser dans la paysannerie parce qu'on pouvait aller chercher nos blés en Nouvelle-Zélande et notre viande en Argentine, ce qui n'était pas le cas de l'Allemagne.
Et pour enfoncer le clou, on a même poussé les Russes à surmobiliser. Alors là, c'était une très mauvaise idée parce qu'avant les échecs militaires, c'est la famine qui a été aux prémices de la révolution de 17. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. Pourquoi est-ce que lorsqu'on pense aux grands peuples d'Amérique latine précolombienne, on pense aux Incas et aux Aztèques? Il y en a bien d'autres. Mais parce que ceux-là prédominaient sur les autres pour être les plus en lien avec la mer. On pourrait continuer comme ça indéfiniment. Oui, en tout temps et en tout lieu, le fait de se tourner vers la mer crée les conditions du succès. Est-ce qu'il y avait un contre-exemple? On s'est posé la question, il pouvait y en avoir un, l'Empire mongol, qui ne s'est absolument pas adossé vers la mer, mais ce n'est pas la mer pour la mer, c'est la mer dans la maîtrise des flux. Et en fait, l'Empire mongol avait basé, je dirais, tous ses flux sur caravanes de chameaux, etc. Mais c'est le même principe. Deuxième grand enseignement d'Océanide, c'est de dire en substance, ça met à plat un peu la géopolitique, telle qu'elle a été conçue par Mackinder, grand discours à Londres 1904, celui qui tient l'Eurasie tient le monde, ce qu'il a appelé le Heartland. On s'est rendu compte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que c'était un peu plus compliqué. John Speakman, l'américain, consiste à dire il faut tenir compte aussi des terres du bord. On ose, avec l'ensemble de l'équipe d'Océanide, dire en substance ce n'est pas celui qui tient l'Eurasie, c'est celui qui tient la maîtrise des flux dans l'océan Indien, ce qu'on a appelé le Earth-Sea, qui est tout à fait la stratégie chinoise, qui mériterait que nous nous travaillions dessus. Hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai découvert récemment, à travers les travaux d'un des confrères d'Académie marine, le recteur Le Goërel, que, hormis une école de commerce, alors que 92% du commerce mondial en volume passe par la mer, il n'y a rien sur la géoéconomie des flux. On avait essayé, dans le cadre du Grenelle de la mer, de proposer 6 heures en seconde année, pas hebdomadaire, je vous rassure, annuel à l'ENA, il n'y a rien. Ça serait vraiment très intéressant de travailler sur les flux. Donc, en tous les cas, celui qui maîtrise les flux de l'océan Indien tient le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Puis, dernier enseignement d'Océanide, c'est de vous dire que la structuration de l'histoire universelle, qui est enseignée partout, quel que soit le pays, Antiquité, Moyen-Âge, moderne, c'est-à-dire 16, 17, 18e siècle et après contemporaine, c'est complètement occidentalo-centré. C'est parfait pour notre histoire. Ça ne colle pas pour l'Asie, ça ne colle pas pour la Polynésie, ça ne colle pas pour les Amériques centrales et du Sud. Et donc, on a pu proposer une nouvelle structuration de l'histoire mondiale parce que finalement, c'est la mer, dans le contact qu'elle crée ou dans le non-contact, mais c'est un résultat comme un autre, qui crée le différentiel. Et de ce point de vue, il n'y a pas 4 périodes dans l'histoire, mais 3. C'est dire que, vous voyez, la mer explique bien toute l'histoire et la clé de l'histoire. Il y a le temps des Méditerranées, je dis bien des Méditerranées au pluriel, parce que contrairement à ce qu'on nous a expliqué dans nos petites classes, toutes les grandes civilisations ne sont pas nées autour de la Mare Nostrum. Il y a une autre mer Méditerranée que François Gipoulou, le premier, a appelée la mer de Chine, la Méditerranée asiatique, où vous avez à la même époque tout autant de grandes civilisations qui existent. Donc 2 Méditerranées qui vivent séparées, sauf lorsqu'un ensemble politique de génie comme Rome va mettre quelques traits en pointillés entre les deux. Et puis, vous avez un basculement géopolitique, 1488-1492. L'Occident, à travers Bartholomé Dias, mais je le disais tout à l'heure, en symbiose océan Atlantique et l'océan Indien, c'est le temps de l'océan Atlantique qui s'arrête depuis une quinzaine d'années. Alors, je vous rassure, nous avons appelé ce 3e temps, non pas le temps du Pacifique, parce que ça voudrait dire que les pays occidentaux sont sur le banc de touche de l'économie mondiale, mais le temps de l'océan mondial. Et toute la partie est ouverte. Et ce que l'on remarque, c'est quand on change de période historique, ça n'arrive pas tous les 4 matins, donc il y a une nouvelle manière de voir, d'avoir et d'être. Et ça nous met au cœur de tous les défis contemporains. Alors, dernier point, Madame la députée, la mer, clé de l'histoire, donc clé de notre avenir, par définition, la mer, rivage de notre avenir. Je vous le disais, la France est le pays le mieux placé. Et on l'a bien vu à travers le Grenelle de la mer. Serge Segura en parlera tout aussi bien que moi. La mer est à la base de toutes les solutions. Si je fais que mentionner quelques secteurs stratégiques, l'énergie. Alors, il y en a pour tous les goûts. Hein. Si vous adorez le CO2, si vous voulez que ça continue, le pétrole est issu de la décomposition d'algues. Donc, il y a autant de pétrole dans la mer. J'ai fait venir récemment Thierry Pelenko, Mardi de la mer, qu'on organise avec l'Institut français de la mer et mon centre d'études à l'Institut catholique de Paris. Thierry Pelenko, c'est le PDG technique, il nous l'a dit, il n'a plus pour 35 ans de pétrole et ça fait 14 ans et 8 mois qu'il n'a plus pour 35 ans. Donc, il n'y a pas de problème, il y en a. Après, les émissions de CO2. En quoi la mer peut nous aider au niveau des EMR, énergie marine renouvelable? Les éoliennes, je vais droit au but, hein. Je crois beaucoup plus aux éoliennes flottantes qu'aux éoliennes plantées. Je crois encore plus dans une perspective de moyen terme à l'hydrolienne, parce que les hydroliennes, c'est prédictible. Et donc, l'AEDF sera prêt à sortir
de sa limitation à 30% dans son mix énergétique de renouvelable. Parce que s'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas de vent, tout saute vu qu'on ne sait pas stocker l'énergie. Donc oui, puis on a tout un tas d'autres éléments. On a comment ça s'appelle, l'énergie houlomotrice, hein, qu'on peut utiliser. Je crois beaucoup à l'énergie thermique des mers, l'ETM, comme on dit, jouer sur le différentiel de température entre l'eau profonde et l'eau de surface. On avait, dans le cadre du grand emprunt, réussi à financer sur l'île de la Réunion le premier démonstrateur à terre. Ça marche. Et pour que ça marche davantage, pour que ce soit davantage rentable, on a un problème de matériaux. Il faudrait être en mesure de faire des tuyaux de 15 mètres de diamètre. Ce n'est pas évident, hein, des tuyaux qui descendent au fond. La mer est à la base d'une révolution probablement alimentaire. L'alimentation, ce n'est pas rien quand on va avoir 3 milliards de terriens en plus. Ça pose la question de la pêche, peut-être de la surpêche. Bon, c'est un autre débat. Je crois beaucoup à l'aquaculture. Je ne peux pas m'empêcher de vous faire remarquer que le secteur, tout secteur économique confondu, qui s'est le plus développé depuis 25 ans, c'est l'aquaculture. Et l'Occident est complètement passé à côté du film. Et le film n'est pas terminé, c'est une série, si vous voulez. Je crois certes aux poissons, l'aquaculture, mais ce n'est pas une solution macroéconomique parce qu'il faut une certaine quantité de poissons farine pour avoir 1 kilo de poisson noble que vous allez vendre cher, le bar, la dorade. Je crois au risque de ne pas vous mettre en appétit pour la soirée aux poissons herbivores. Alors, je ne dis pas que c'est pour le marché occidental. Là, il n'y a pas de goulot d'étranglement. Il y a une place à prendre. La France, avec son outre-mer, serait formidablement bien placée. Alors, si je vous dis que ça correspond au panga, au tilapia, là, vous allez franchement commencer à me détester. Mais on a toutes les capacités, les grands chefs, certainement. Encore une fois, pensez à la croissance démographique. Pensez à la volonté de diversification alimentaire en dehors du riz et du soja. Je crois à l'algue comme complément alimentaire, à l'algue comme révolution dans le packaging. Il y a des groupes, à commencer par le groupe Rocket, qui commencent à développer des joint ventures avec les Allemands parce qu'on aura un produit plus naturel que le pétrole qui fait du plastique. Et je peux vous dire, pour avoir mes étudiants, enfin en ce moment c'est en distanciel, mais tous les mardis, moi ce qui m'amène à être optimiste, ce sont nos jeunes. Et les jeunes, depuis 2-3 ans, ils n'iront pas dans telle entreprise si cette entreprise n'est pas conforme à leur manière de voir. Et je peux vous dire, parfois c'est excessif, les véganes, etc. Mais vraiment, l'écologie va être au cœur du problème. Et on a avec ces jeunes une recherche beaucoup plus de l'être que de l'avoir. Donc on rentre dans un nouveau temps avec une nouvelle manière de voir. Je crois beaucoup aussi à tout ce qui est santé. Et heureusement d'ailleurs, la santé va prendre de plus en plus de place. Faut-il rappeler que la mer est un formidable vivier de vie, pour la simple et bonne raison que nous sommes tous issus du milieu marin. Aujourd'hui, on le sait depuis la fin des années 96-94. Quand je commençais il y a très longtemps à travailler sur la mer, on considérait qu'on connaissait 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. On n'en est absolument plus là. Avec le développement de la métagénomie qui consiste à faire le séquençage de gènes isolés, les biologistes marins considèrent qu'on ne connaît probablement pas plus de 2 à 3% de la microbiologie marine. C'est là où les questions de pollution, enfin tout le monde est d'accord aujourd'hui, il n'y a plus de débat, polluer la mer, c'est un scandale écologique, mais ce qu'on ne mesure pas du tout encore, c'est que c'est un non-sens économique. Il n'y a pas forcément d'opposition. On peut parfaitement concilier développement économique et développement durable, ce que j'appelle encore une fois développement désirable. Donc oui, au niveau de la mer, il y a des opportunités incroyables. La mer, je me permets de le dire, mais vous le savez, mais j'aimerais l'expliquer parce que je me suis rendu compte que ça faisait un flop quand je disais ça. La mer, c'est 80% de la biodiversité terrestre. Alors, il suffit que j'ai dit avant, la mer, c'est 72% de la surface du globe, on est dans le même plaquet. Non, ça n'a rien à voir. C'est que l'eau de mer est bien plus ancienne que la Terre émergée. En gros, si je vous prends, la démonstration est facile à faire, si je prends le règne végétal, vous avez 3 règnes végétaux en mer, un seul sur Terre. Le vert, qui est le plus vieux, puis à partir du vert, c'est développé le rouge, le vert continue, le rouge continue, à partir du rouge, c'est développé l'ocre ou le brun. Sur Terre, vous n'avez qu'un seul règne végétal, le vert. Et quand c'est l'été indien dans votre jardin et que le prunus devient tout marron ou tout rouge, c'est la dépigmentation du vert, mais nous sommes toujours dans l'unique règne végétal. Donc, vous voyez, globalement, c'est là où nous trouverons l'essentiel de nos besoins. Ce n'est pas un rêve d'un universitaire qui a envie de vous faire plaisir. Le premier traitement de lutte contre le sida, la ZT, émane du hareng. L'INSERM me disait encore récemment qu'il travaille sur 27 champignons marins dans la lutte au niveau des cancers. On envisage bien évidemment des antidouleurs à partir des anémones de mer. Bon, il y aurait plein de choses comme ça à dire à l'infini. Je crois aussi au bien-être que peut générer la mer. Il y a toute une pratique à travers les spas à Thalasso. On pourrait parler du tourisme, parce que la mer, aujourd'hui, c'est comme ça que le tourisme se conjugue. Alors, je reconnais qu'il y a quand même un défi d'ordre tectonique. Toute la population mondiale se groupe autour de la mer, et vous le savez, la mer monte. La mer monte non pas par fonte des glaces encore, mais la mer monte par dilatation thermique. Donc, c'est quand même contradictoire.
je vous lance les grands mots, moi je suis convaincu qu'il y aura un New Deal de protection contre la montée des mers, tout au moins dans les pays qui ont l'argent pour lutter contre. On peut lutter contre, on peut retarder. Enfin, à l'échelle humaine, on peut retarder longtemps. Après, ça aura un coût. Par contre, je suis beaucoup plus inquiet pour des pays type Bangladesh ou autres, on parlait de Kiribati, etc. En tous les cas, ça va poser un certain nombre de questions et ça pose la question aussi de certains agrégats qu'on considère infinis qui ne le sont pas. Je pense en premier à la question du sable, qui est aussi importante que l'eau et l'air, sauf qu'on considère que le sable est infini parce qu'on connaît tous les Tintins et la mer de sable, sauf que la mer de sable, elle est impropre pour la construction tellement que le sable a été tourné boulet. Donc, de plus en plus, vu que les réserves de graves, de granulats, de gravier sont épuisées à terre, on en prend de plus en plus en mer. Je n'ai pas de souci avec ça. Si on fait préalablement une étude d'impact, pas simplement environnemental, comme c'est très bien fait en France du moins, mais également érosion. On commence à savoir aujourd'hui que, en fonction des endroits, encore une fois, quand on clappe, quand on prend du sable, du granulat, la mer en remet, en reprenant sur le littoral. Et vu que demain, il faudra protéger le littoral contre la montée des eaux, si vous êtes extracteur, effectivement, c'est une opportunité sans fond, mais il ne faudrait pas. Donc là, il y a certainement des choses à faire, et je passe sous silence ce qui se passe dans certains pays d'Asie, où on a gagné des kilomètres carrés sur la mer en utilisant des kilomètres cubes de sable à des pays qui n'avaient que ça avant, provoquant une salinisation d'un certain nombre de terres agricoles. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de défis. Donc voilà quelques éléments. Je crois au tourisme. Le tourisme va être à percevoir différemment. Là, pour le coup, je suis très interrogatif à la suite du Covid-19. Je croyais depuis des années au développement de la croisière. Ça a explosé, la croisière. Bon, c'est vrai que le diamant de princesse a jeté, bon, mais je crois que la mer monte, nous montons sur la mer, de plus en plus, on va se grouper autour de la mer. Donc oui, la mer, je terminerai là-dessus parce que je ne veux pas abuser du temps, la mer contient la quasi-totalité des solutions. Elle est à la base de la géopolitique, je terminerai par ça, à travers les routes de la soie, à travers les passages du Nord. C'est dire qu'il est temps que nous ayons une grande politique de la mer au niveau de la France. Alors, les choses évoluent de plus en plus et dans le bon sens. Et puis une politique européenne de la mer, où l'Europe, au sens UE, sera maritime, ou elle ne sera pas. Quand on analyse les choses froidement et quand on voit une certaine convergence dite non concertée entre les États-Unis et la Russie, ben c'est que l'Union européenne elle a un potentiel incroyable. Oui, je sais bien, il y a une Europe officielle de la mer depuis décembre 1968. Mais hormis la sécurité et les sciences de la mer, il n'y a pas grand-chose. L'Union européenne, c'est le plus grand domaine maritime au monde. Grâce à la France en partie, 35 millions de kilomètres carrés. C'est le plus grand linéaire de côte d'un ensemble politique et, sans doute grâce à Malte et à la Grèce, le plus grand nombre de navires. Donc, on a du potentiel. On a énormément de choses à voir et à entrevoir, mais faut-il que nous y allions? Mais pour y aller, l'État y va à sa manière. Mais j'aurais tendance à vous dire, l'histoire montre aussi que le métier d'entrepreneur a du sens et que ce sont toujours les entrepreneurs qui se jettent à l'eau. Et au lieu d'attendre que l'État fasse tout, parce qu'il n'en a peut-être pas totalement les moyens, je pense qu'il faudrait que chacun, en fonction des domaines de prédilection qui sont les vôtres, vous demandiez, mais si je réfléchis à la mer, non pas dans sa dimension 1, mais 1, 2, 3, 4, qu'est-ce que je peux traiter comme opportunité? Il y a des terres rares, il y a tout ce que vous voulez dedans. En même temps, attention, et je terminerai sur cette très belle phrase que j'aime du grand Jacques Perrin, attention quand même, nous n'aurons pas d'océan de rechange, donc Serge Figura le sait bien, avec l'IFM, etc. On se bat aussi pour que, au-delà des ZEE, ici en anglais, la mer, la haute mer, puisse être considérée comme bien commun de l'humanité. J'espère que Driblier ou Catherine Chabot sont à l'écoute, ça leur fera bien plaisir en tous les cas. Un grand merci, pardonnez-moi comme d'habitude, j'étais un peu long, pardonne-moi Serge. Merci beaucoup, M. Boucher, c'était extrêmement intéressant. Je retiens votre dernière remarque, la haute mer comme bien commun de l'humanité. Il y a vraiment de plus en plus d'éléments qui doivent devenir des biens communs de l'humanité. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Je vais passer donc la parole à M. Segura, dont nous avons retrouvé l'image en plus du son. Alors, il faut que vous désactiviez votre micro. Voilà. Donc là, vous devez m'entendre et me voir. Absolument. Encore une fois, j'espère que vous en conclurez que c'était m'entendre qui était le plus important. Bon, moi, c'est un peu ennuyeux pour moi de prendre la suite du professeur Boucher parce que c'est quand même rare d'entendre un exposé très contraint au point de vue temps, hein, mais aussi passionnant et surtout passionné. Je pense être tout aussi passionné que le professeur, mais je serai sans doute beaucoup moins passionnant parce que ce que vous m'avez demandé, parler de l'influence de la France dans le domaine maritime, mais avec une vision un peu diplomatique, c'est un petit peu difficile en si peu de temps. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est donner rapidement un panorama
un peu comme a fait le professeur Buchet, un panorama qui permettra, je l'espère, une discussion. On ouvre des sujets et peut-être trouverez-vous au sein du Club France Initiative un sujet particulier parmi ceux qu'a déjà mis en avant le professeur et que je vais mettre en avant moi-même, qui pourrait faire l'objet d'une nouvelle session, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les océans ou sur l'océan, ne serait-ce que ça. Doit-on parler de l'océan ou parler des océans? Les diplomates n'ont pas encore complètement compris, pas tous en tout cas, qu'on devait parler de l'océan aujourd'hui et non pas vraiment des océans. On est toujours avec cette vision géostratégique où on parle des océans, mais ça change. Donc, on peut dire qu'il existe une histoire maritime de la France. Ce qui est un peu désolant, excusez ma franchise, c'est de constater au fur et à mesure des années, ça fait quand même pas mal d'années que je travaille ponctuellement sur des questions maritimes en lien avec la diplomatie bleue, on peut dire, et je me rends compte à chaque fois à quel point ces thèmes maritimes dépassent rarement le cercle des initiés ou de certaines régions françaises qui ont les pieds dans l'eau et qui s'y intéressent par nature et depuis des siècles. Avouez que les questions maritimes font rarement la première nouvelle du journal de 20 heures de TF1 ou de France 2. C'est quand même à cela qu'on voit ce qui intéresse nos compatriotes. C'est différent à l'étranger. Et par expérience, je sais bien que nos compatriotes à l'étranger ont une vision de l'océan qui est plus sophistiquée, plus complète que celle qu'ont en général les ressortissants français de métropole. Et c'est la raison pour laquelle il est quand même très intéressant que le Club France Initiative ait décidé de mettre l'océan à l'ordre du jour. Alors, je crois qu'il est intéressant pour voir quelle peut être l'influence de la France aujourd'hui et dans l'avenir sur l'océan, de parler de ce que sont les enjeux maritimes aujourd'hui à l'international. Alors, je vais en citer 5, on peut en trouver d'autres, hein, mais ce sont les 5 principaux. Un premier enjeu, et je ne les classe pas dans un ordre ni de préférence ni d'importance, ils me semblent tous à peu près égaux. Un enjeu stratégique et de sécurité, un enjeu environnemental, un enjeu économique, un enjeu scientifique. Et comme nous sommes français, surtout, n'oublions jamais l'enjeu culturel. On en dira quelques mots. Alors, ce sont là des enjeux sur lesquels la communauté internationale travaille, pas uniquement les États, bien entendu, mais les organisations internationales. Et puis, la communauté internationale, aujourd'hui, c'est un terme une expression qui est beaucoup plus vaste qu'elle ne l'était il y a 50 ans, puisqu'on doit y placer, heureusement, tous ces mouvements d'opinion qui font naître des organisations non gouvernementales, des ONG, on le voit beaucoup dans le domaine environnemental. Et puis les entreprises, le secteur économique a un rôle de plus en plus important à jouer dans le cadre des actions de la communauté internationale et ils sont nos partenaires dans pas mal de négociations internationales, ces gens du secteur économique. Du reste, le plus souvent, des activités maritimes, des thèmes maritimes répondent à plusieurs enjeux, plusieurs de ces 4 enjeux. Je vous donne juste un exemple. Les énergies marines renouvelables, elles participent bien entendu de l'enjeu environnemental, mais de l'enjeu économique également, et parfois, dans certaines régions du monde, de l'enjeu stratégique ou de l'enjeu de sécurité. Alors, pour tous ces enjeux, il y a quelques principes qu'il faut avoir en tête quand on parle de l'influence de la France, et qui explique beaucoup le rôle que la France joue et peut jouer pour l'analyse et la résolution de certains de ces enjeux, des problèmes qui se posent. C'est d'abord, le professeur Buchet en a bien parlé, c'est le fait que la France a une présence géographique sur 4 des 5 océans. Le seul sur lequel nous n'avons pas de possession territoriale, c'est l'océan Arctique, mais vous savez très bien à quel point, depuis le début de la découverte des zones arctiques, les scientifiques français travaillent sur cette région aussi, ce qui veut dire que nous y sommes très présents. Mais sur les autres océans, notre présence géographique joue un rôle extrêmement important. Je ne suis pas aussi enthousiaste que le professeur sur notre zone économique exclusive. Je la vois parfois comme un boulet.
et pas simplement comme un enjeu de souveraineté dont on doit totalement se satisfaire. Il y a un élément très important en droit international de la mer qui est celui de la responsabilité de l'État côtier pour le bon état écologique de ses eaux, on va dire, ses eaux sous juridiction, et c'est valable évidemment pour la zone économique exclusive. Et quand on voit la taille de la nôtre, deuxième au monde, et encore les États-Unis ont un peu fraudé, si j'ose dire, puisqu'ils ont repris pour eux un concept d'une convention, la Convention de Montego Bay, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'ils n'ont même pas signé, mais ce sont les États-Unis, ils peuvent se le permettre. Si le Sénégal avait fait ça, vous imaginez la levée de bouclier à l'international. Mais voilà, donc c'est une énorme zone économique exclusive, ce qui nous donne une grosse responsabilité pour tout ce qui est maritime, mais qui nous donne également des moyens d'action et des moyens de connaissance dont on aura l'occasion, je pense, de redire quelques mots. La France est un État membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça n'a l'air de rien, mais je vous assure que pour le secteur le secteur diplomatique français, c'est une lourde charge, enthousiasmante, mais c'est une grosse responsabilité que d'être un des quelques États qui ont vocation à veiller au maintien de la paix dans le monde par le dispositif du Conseil de sécurité. Ça veut dire également que nous sommes astreints à bien connaître toutes les situations internationales, parce que toute situation internationale peut dégénérer en menace contre la paix mondiale, et donc arriver à être discuté sur la table du Conseil, dans la salle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça a été le cas il y a quelques années, par exemple, pour la piraterie maritime au large des côtes de Somalie, et la France a été très active à cette époque. Nous sommes évidemment un État membre de l'Union européenne et cela est important. Et il ne faut pas oublier, quand on mentionne cette appartenance à l'Union européenne, que nous avons transféré à la communauté européenne, à l'Union européenne, quelques compétences maritimes, en particulier en matière de pêche et en matière de transport maritime. Et puis il y en a d'autres, il y a un gros débat sur l'environnement marin aujourd'hui, où les États membres et la Commission tirent dans des sens différents pour interpréter certains textes communautaires. Mais c'est important de le savoir, parce que le réseau diplomatique en souffre parfois et notre action diplomatique en souffre. Alors, premier point, rapidement, la stratégie et la sécurité. Quelques éléments pour savoir ce qu'on peut mettre là-dedans de maritime. La piraterie. La piraterie, elle a existé. Elle a toujours existé, elle n'a jamais disparu, mais dans les mentalités occidentales, elle avait quelque peu disparu parce que la piraterie au large des côtes françaises, ça n'est pas très très fréquent. Mais il y a des situations internationales qui ont remis au goût du jour, si j'ose dire, les questions de piraterie. Ça a été le cas, et c'est le cas encore, au large des côtes de Somalie, et c'est le cas aujourd'hui beaucoup dans le golfe de Guinée, par exemple. On pourra en reparler. Les questions de stratégie de sécurité touchent des attitudes d'État qui revendiquent des zones maritimes pour en faire des ADE, pour en faire des eaux territoriales. Les revendications les plus claires et les plus brutales, je dirais, se déroulent pas très loin de chez nous. Voyez l'attitude de la Turquie vis-à-vis de Chypre et de la Grèce sur l'activité gazière de Chypre en Méditerranée orientale. L'océan est malheureusement une zone de trafic, et trafic d'armes, par exemple, avec des décisions internationales comme l'embargo sur les armes à destination de la Libye et une action française pour participer à cet embargo, Corée du Nord également, par exemple, et puis toutes sortes de trafics de drogue, trafic des espèces animales protégées, etc. Toute une série d'activités illicites se déroulent dans l'océan. La pêche INN, la pêche donc illégale, non réglementée et non rapportée. L'immigration illégale avec les drames humains qui l'accompagnent, malheureusement, que ce soit en Méditerranée, que ce soit maintenant de plus en plus fréquent dans le Pas-de-Calais.
Et puis, quand on parle de stratégie et de sécurité en mer, il faut surtout rappeler que la volonté d'un pays comme la France, c'est d'assurer les grandes libertés mises en place par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et le respect du droit international de la mer, qui est la colonne vertébrale de l'activité en mer. Si vous n'avez plus le droit international, si le droit international n'est plus respecté, c'est, comme aurait dit un grand général mentionné par le professeur, c'est la chienlit. Voilà. Et donc, la France veille à ce que ce droit soit respecté. Notre outil essentiel, c'est la marine nationale. Je n'insiste pas, une des 4 ou 5 grandes marines au monde capables d'intervenir partout. Et quand je dis intervenir, ça ne veut pas dire faire des ronds dans l'eau, ça veut dire vraiment avoir une intervention concrète. Deuxièmement, l'environnement marin. On sait quel est l'état de délabrement de l'environnement marin. Le gros problème aujourd'hui, c'est que l'on sait aussi que 70% de la pollution en mer vient de la terre. Que ce soit par les fleuves, les grands fleuves, que ce soit au bord du rivage. Il y a donc 30% de la pollution maritime qui trouve son origine en mer. On a fait beaucoup de progrès grâce à l'OMI, l'Organisation maritime internationale, pour la lutte contre les pollutions dues à des accidents en mer, Torrey Canyon, Olympic Bravery et autres. Mais manifestement, ça ne suffit pas. Il y a aujourd'hui de nouvelles formes d'atteinte à l'environnement marin. La question de l'utilisation du plastique et de la dégradation du plastique n'est pas la moindre. Alors, comment fait-on? On raisonne d'abord sur des principes relatifs aux écosystèmes marins aujourd'hui et à la biodiversité marine, sont les mots-clés. La France est très active dans ce domaine. Elle le fait à la fois près de ses côtes, avec la création d'aires marines protégées, autre expression qui fait rêver les ONG, et puis par un travail très développé aujourd'hui d'une espèce d'aménagement du territoire maritime, c'est-à-dire qu'on essaie d'éviter les conflits d'usage, pas très loin des côtes, sur la base d'ailleurs de directives de l'Union européenne. Et on s'en sort pas trop mal. Il faut bien voir que c'est quand même assez difficile. La France participe à toute une série d'organisations internationales maritimes, des organisations de mer régionales, des organisations de gestion des pêches, etc. Et elle crée de nombreuses initiatives qui ne sont pas juridiques, qui ne créent pas du droit, mais qui sont des initiatives politiques avec d'autres États. Il y en a un certain nombre qui sont en train de se développer sur la lutte contre la pollution plastique aujourd'hui. Voilà. Il y a pas mal de communication autour de ça. Il faut être réaliste, il faut ouvrir les yeux et ne pas se laisser prendre à certains discours. Je ne devrais pas dire cela, évidemment, dans ma position, mais l'amoureux de l'océan se sent obligé de lancer ce petit message. Faisons attention à ce que l'on nous dit. Il y a des initiatives qui sont efficaces, qui sont indispensables. Il y en a d'autres qui pourraient être lancées, puis il y en a certaines qui sont là peut-être pour amuser un peu la galerie. Troisième point, l'économie. L'économie, et je voudrais insister sur ce qu'on appelle l'économie bleue. Alors évidemment, l'économie bleue, ce n'est pas l'économie maritime qu'on appelle bleue parce que ce serait une mode d'utiliser des noms de couleurs. Non, c'est une économie qui repose sur 3 piliers. Un pilier social. Si vous faites de l'économie maritime, quel que soit le degré de salissure du secteur économique dans lequel vous travaillez, vous devez le faire dans le respect de certaines mesures sociales. C'est très important pour des pays d'Asie, par exemple, la lutte contre le travail des enfants, des salaires corrects, etc. Vous devez le faire avec une ambition économique de partage économique, créer de la richesse pour que ceux qui participent à cette économie ou l'endroit où elle se situe puissent améliorer la situation économique des personnes qui y vivent. Et vous devez le faire dans un respect de l'environnement. Ce sont les 3 piliers. Je n'insiste pas là-dessus, on pourra en reparler. J'insiste en revanche sur le fait que tout secteur économique, ancien ou moderne, peut faire partie de l'économie bleue quand il respecte ce qui est inscrit sur les 3 piliers que je viens de mentionner. Et juste un mot pour l'innovation. En matière maritime, l'innovation, et Dieu sait que les entreprises françaises sont très bonnes dans ce domaine-là, l'innovation est un élément essentiel. Il faut innover tout le temps, pas simplement pour être compétitif, mais pour lutter contre le milieu dans lequel vous allez devoir travailler, qui est le milieu maritime est un milieu difficile, dangereux, délicat, et donc l'innovation est très importante.
Autre point scientifique, juste pour mentionner l'importance des grands instituts français qui travaillent sur les océans, IFREMER, l'IRD, le CNRS, le CHOM, qui dépend du ministère de la Défense, pardon, mais qui a une renommée mondiale, l'IPEV pour les questions polaires, et un certain nombre d'universités, côté Bretagne par exemple, ou côté Pays de la Loire, mais je ne veux pas rentrer dans un débat, Nantes est-elle bretonne ou des Pays de la Loire, mais l'université de Nantes en tout cas est efficace en matière de travaux sur les océans. Je mentionne la décennie des sciences marines qui vient d'être lancée dans le cadre de l'UNESCO au 1er janvier 2021, et les instituts français travaillent beaucoup, soit en individuel, soit en regroupement, soit en collaboration avec des instituts étrangers pour présenter des programmes qui vont pouvoir se dérouler dans les 10 prochaines années, dont les objectifs sont la meilleure connaissance des océans. Celui qui a la connaissance scientifique peut prendre une décision politique. Celui qui n'a pas la connaissance scientifique sur l'océan ne peut pas prendre de décision politique. Et pour terminer, la culture. La culture, c'est vraiment parce que nous sommes français. Vous savez bien, vivant à l'étranger, à quel point nos instituts, nos centres culturels, sans parler des lycées et des écoles françaises, mais pour parler de ce qui est le plus tourné vers l'étranger, sont importants, et nous avons un dispositif là que beaucoup d'États nous envient. Dans notre politique de développement, nous travaillons aussi beaucoup sur la culture, en Afrique en particulier, et nous plaçons l'océan, nous plaçons les traditions, le folklore océanien ou océanique, nous les plaçons dans notre collaboration avec un certain nombre d'États. Nous plaçons également notre redécouverte un petit peu de notre patrimoine culturel maritime, et en particulier, un effort a été fait ces dernières années en faveur de la recherche archéologique sur le patrimoine subaquatique, avec une convention de l'UNESCO en 2001, et puis un organisme français qui dépend du ministère de la Culture, qui est extrêmement efficace et qui va bénéficier dans les prochaines semaines d'un deuxième navire qui lui permet de travailler au large sur les épaves, qu'elles soient françaises ou non d'ailleurs, puisque les historiens ne le sont pas, et l'histoire de la mer est très importante, et nous avons près de nos côtes et près de nos côtes de nos départements et territoires d'outre-mer de grandes richesses en la matière. Voilà, je m'arrête là avec beaucoup de frustration, mais je suis certain que les questions et la discussion vont faire disparaître ce sentiment. Merci beaucoup pour cet exposé. On voit un petit peu tout le potentiel, et j'entends tout à fait votre frustration, d'autant que même moi, à travers ce que vous avez dit, je pouvais déjà dérouler un fil de questions vraiment assez long. Je vais passer la parole à Christian Koenig, qui est secrétaire général de notre club, et qui, je crois, avait déjà une série de questions. Puis après, je sais que nous avons plusieurs intervenants qui étaient très intéressés. J'imagine Laurent Merer, Dominique Boucas, qui est là également, et certainement beaucoup d'autres d'entre vous. Michel Entregue également, qui est là, que je salue, donc il doit être bien tard. Voilà, donc Christian, à toi la parole. Merci. En fait, je pense qu'à ce stade, il est plus intéressant de lancer la discussion avec les uns et les autres. J'ai quelques questions que je vais garder si on est en panne. Je voudrais qu'on garde à l'esprit ce qu'a rappelé Anne tout à l'heure, qui est que le Club France Initiative est une force de proposition, une force de proposition à travers un rapport sur lequel on voudrait travailler d'ici la fin de cette année. Et je nous donne à tous collectivement comme mission ce soir d'arriver à établir quelques bases de propositions sur lesquelles nous pourrons travailler dans les mois à venir, avec vous d'ailleurs, si vous nous prêtez votre concours. Alors, je trouve que une bonne manière, si vous voulez qu'on avance, c'est d'abord d'allumer votre caméra, et au moins le temps où vous voulez vous manifester, pour que vous me disiez si vous avez une question à poser. En levant la main, parce qu'il y a une manière qui est de le faire par le chat et les réactions, mais si vous avez une question à poser maintenant, allez-y. Qui veut se lancer à l'eau? C'est le cas de le dire. Michel, moi je me doutais bien que Michel avait plein de questions à poser. Et Michel, il faut que tu mettes ton micro. Oui, bonjour. Donc, Michel Entregue, je suis basé en Indonésie. Donc, le sujet maritime, évidemment, est extrêmement important, comme vous vous en doutez,
compte tenu de la taille du pays et sa localisation entre les deux océans Pacifique et Indien. Et je suis également le correspondant de MEDEF International. Vous savez que le MEDEF International a lancé depuis à peu près un an, sous l'égide de Philippe Le Dreyfus, une task force maritime qui regroupe à la fois les initiatives qui sont prises par le cluster maritime d'une part, et par le GEM, qui est le groupement des experts des économies marines au niveau des conseils du commerce extérieur. Voilà, ça c'est une présentation. Alors, moi j'ai première question. En Indonésie, lorsque nos interlocuteurs indonésiens pensent à, je dirais, pays maritimes ou puissances maritimes européennes, ils pensent assez naturellement à la Grande-Bretagne, à la Hollande, ce qui est assez normal, et à l'Allemagne. Mais on pense rarement à la France, que l'on classe évidemment par rapport à son agriculture, par rapport au luxe, par rapport à l'aéronautique, et puis par rapport à, pourquoi pas, l'énergie. Mais rarement par rapport au fait que nous avons cette expérience, ces expertises maritimes. Ça, c'est ma première remarque. Donc, évidemment, je l'adresse aussi bien à M. Buchet qu'à M. Segura. Ma deuxième question est un peu plus directe. Alors, aujourd'hui, nous avons, si je peux me permettre, un ambassadeur des océans, on a une ministre de la mer, on a un ambassadeur de l'Indo-Pacifique, on a le ministre des Affaires étrangères. Alors, comment tout ça, ça s'articule pour qu'on puisse éventuellement se projeter sur une action utile, et comment le club France Initiative va s'intégrer à ces démarches générales. Merci. Merci, Michel. Tu as en fait parfaitement résumé les deux questions que j'avais en tête moi-même, donc j'en trouverai d'autres tout à l'heure, parce que c'est des questions qui paraissent tout à fait essentielles. On a dressé un portrait extrêmement complet, extrêmement riche, et je pense que tes questions, c'est qu'est-ce qu'on en fait, et comment on le valorise, et deuxièmement, comment on a des pièces de puzzle absolument magnifiques, comment on fait une belle image avec tout ça. Est-ce que l'un ou l'autre, Christian Buchet ou Serge Segura, voulait répondre à ces deux questions qui sont aussi bien des interpellations que des questions, du reste? Par courtoisie, puisque Christian a commencé tout à l'heure, je lui propose de commencer la réponse. Merci. Je me défile pas, je donne ma vision des choses juste après. Merci. Première question, la France n'est pas connue comme une grande nation maritime. L'Angleterre, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. J'ai passé ma seconde thèse portait sur la rivalité franco-britannique. On ne vit que de lieux communs. La France est un grand pays agricole en retard de révolution agricole. C'est parce que la Grande-Bretagne a connu une révolution agricole précoce dès le XVIe siècle. Ils ont pu nourrir tout leur monde sans avoir besoin de tous leurs bras, ce qui a permis un exode rural et ce qui va mettre en lien la révolution agricole précoce des Britanniques et la révolution industrielle dès le XVIIe siècle, c'est le développement d'une flotte. Parce qu'une escadre de 15 vaisseaux, c'est plus de canons que vous en aviez sur les champs de bataille napoléoniens. Donc, développement des hauts fourneaux, de la fonte de fer, etc. Bon. Et c'est ce qui va permettre cet exode rural à un drainage de l'épargne et une maîtrise des taux d'intérêt. Les étudiants que je persécute, mais qui sont adorables, sur cette question des taux d'intérêt, nous ont montré que la France tient jusqu'en 1715, la mort de Louis XIV, qu'on a les mêmes taux d'intérêt des deux côtés de la Manche, 4%. À partir de 1723, la France passe à 8% de taux d'intérêt quand l'Angleterre reste à 4%. Vous comprenez mieux pourquoi un petit pays excentrique de 8 millions face à une France de 22 millions d'habitants peut se payer un juge nautique que la France ne peut pas se payer. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, sur le rapport à l'agriculture, à la terre et à l'immobilier. Parce que maintenant, la France, c'est l'immobilier. Bon. Donc, oui, on a le plus grand domaine maritime, le mieux ventilé. C'est nous qui avons créé toutes les courses, c'est nous qui avons tous les grands marins. Mais c'est vrai que la mer, c'est la grande absence. C'est la grande absence dans l'enseignement scolaire. C'est la grande absence dans les écoles de journalisme. Ils ne savent pas ce que c'est que la mer, donc on nous raconte toujours les mêmes trucs. On nous invite, ambassadeur des pôles et moi, pour parler des continents de plastique, des trucs comme ça, mais on ne voit pas les enjeux. Et sans le Grenelle de la mer, on conjuguait la mer que négativement. Alors c'est très judéo-chrétien, le Léviathan, etc. C'était les boulettes de marée noire et la piraterie. On voit aujourd'hui à quel point, vu dans ces 4 dimensions, elle peut apporter énormément. Et de ce point de vue,
quel dommage qu'on ait loupé quelque part notre histoire maritime. Je vous rappelle que nous avons un Christophe Colomb français qui s'appelle Jean de Verrazzane, qui a été le premier découvreur véritablement de l'Amérique du Nord, qu'on appelait Francesca, en l'honneur de François Ier, c'était l'expédition d'État. Le pont Verrazzano, ou qu'on devrait mieux appeler Verrazzane, qui enjambe les deux rives de New York, montre bien à quel point la France a été présente dans l'histoire des grandes découvertes. Mais ça, on ne le sait pas. Quand je pose la question d'histoire maritime à mes étudiants de première année, citez-moi 2 batailles navales, ils me citent invariablement Trafalgar et Aboukir. On n'en peut plus, si vous voulez. On a participé à de très belles batailles, la bataille de Navarin, qui donne la bataille d'indépendance de la Grèce, la bataille de la baie de Chesapeake, qui donne l'indépendance aux États-Unis. Il y aurait beaucoup de choses à dire. La France aime la mer, mais c'est un pays maritime qui s'ignore et qui, de ce fait, n'a pas montré aux autres que nous sommes le grand pays maritime de demain. Pour peu qu'il y ait une politique ambitieuse. La deuxième question. Comment ça s'agence tout ça? C'est compliqué, la transversalité n'est pas une vertu française. Et le problème de la mer, c'est qu'il y a 11 ministères en lien avec la mer. Alors, du temps d'un autre de mes héros qui s'appelle Jean-Baptiste Colbert, qu'on me décrit pourtant beaucoup, c'est aussi à tort, parce qu'on ne peut pas juger d'une période à travers une autre. Ça, c'est anti-scientifique absolument. Le grand Colbert, Jean-Baptiste Colbert, il avait à la fois l'outre-mer, la mer et Bercy, pour être contrôleur général des finances. Donc là, ça facilitait les choses. Bon. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la mer. Si un jour j'avais le temps, moi j'avais travaillé un peu avec Figaro là-dessus, j'avais été très marqué par la crise autour de la mer avec les gilets jaunes. J'ai été très marqué parce qu'il m'est arrivé d'intervenir devant un milieu dirigeant que Laurent Mérère connaît bien, à Limoges, et j'ai été très marqué parce qu'ils m'ont dit, vous de là-haut, vous ne vous rendez pas compte. Quand on dit là-haut, ça commence toujours mal, c'est Paris. C'est qu'on voit qu'aujourd'hui, une politique de la mer, je fais complètement un monde honorable. J'ai passé 20 ans à dire il faut que la France se tourne vers la mer. J'en arrive à dire aujourd'hui il faut que ce soit la mer qui se tourne vers la France. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous avons une politique maritime, ce n'est pas uniquement une politique de la pêche, c'est en métropole et ailleurs d'ailleurs une politique d'aménagement du territoire. Ce que je veux dire par là, c'est que, hormis le gaz et le pétrole, tout passe par conteneurs. La région française la mieux reliée à la maritimité par l'accès aux conteneurs, je caricature à peine, c'est l'Alsace-Lorraine. En région PACA, un conteneur sur 2 qui rentre ou qui sort de la région PACA passe par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Donc, ça veut dire quoi? Que plus une entreprise se dégage de l'Alsace-Lorraine, moins elle peut être compétitive, parce qu'il y a un surcoût à l'import, un surcoût à l'export. Ça provoque énormément d'émissions de CO2. Vu qu'on était dans le débat 90-80 km/h sur les routes, on peut se poser la question, mais ça c'est invérifiable en termes d'accidentologie routière. Et derrière tous ces mouvements se pose la question de la désertification. Le drame de la France, c'est que ce n'est pas un pays de mobilité. D'abord parce que sa capitale n'est pas une capitale économique pour ne pas être une capitale maritime. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. On a une vision de l'histoire de France qui n'est pas forcément la bonne. On n'est pas un pays qui souffre d'un excès de centralisation, mais d'une centralisation artificielle face à une Angleterre qui est plus centralisée. Londres a eu jusqu'à 10% de la population anglaise, quand Paris n'a jamais dépassé 3%. Mais Londres est toujours en 2021 le premier port. Donc il y aurait beaucoup de choses à voir et à réfléchir. Moi, je rêve d'une politique maritime qui soit avant tout une politique d'aménagement du territoire. Il faut désenclaver Le Havre et Marseille. Je me permets d'assister sur un phénomène qui est gravissime. La Chine, ou plutôt l'Italie, pays fondateur de l'Union européenne, a noué un certain nombre d'accords avec la Chine dans le cadre des routes de la soie, à travers ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'Interland, c'est-à-dire la ramification intérieure de Trieste et de Gênes. Dans les 10 ans à la Chine de faire les travaux de raccordement, si on ne fait pas ce qu'il faut au niveau de Marseille, c'est le quart sud-est de la France avec ses entreprises qui risquent d'être grevées en termes de compétitivité. Donc, je dirais, je glose, je fais de la philosophie à 2 euros, mais ce que je voudrais dire en tant qu'historien, c'est que le XXe siècle est formidable parce qu'il a montré la victoire des démocraties sur tous les mots en isme, les systèmes en isme. J'ai très peur pour le XXIe siècle parce que force est de constater que seuls les États autoritaires, pour être pudiques, qui ont des présidents souvent à vie, ont une stratégie de moyen terme. On est tellement mangé par le court-termisme, c'est-à-dire par un arbitrage défavorable au moyen terme, que l'on ne fait pas les travaux qui s'imposent. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on change d'époque, et nous sommes dans un tournant incroyable, le 3e tournant depuis en gros l'an 0 de notre ère, eh bien c'est le moment de faire son jeu. Et faire son jeu, c'est préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est répartir les crédits entre les investissements d'aujourd'hui et les investissements de demain. Et c'est vrai qu'il faut un certain courage aux hommes politiques pour nous amener à des investissements d'avenir. C'est autant d'argent qu'on ne va pas disposer pour des lits de réanimation, pour des prisons, etc. Et celui qui va en tirer les fruits, ce n'est pas celui qui aura ce courage-là, ce n'est même pas son successeur, mais son second successeur. Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux et savoir, comme le disait le grand Montesquieu, qu'en démocratie, la démocratie ne perdure pas s'il n'y a pas de vertu. La vertu, c'est faire passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier. Faire passer l'intérêt général, c'est trouver un arbitrage entre le court et le moyen terme.
ce qu'on a trop tendance à oublier aujourd'hui dans toutes les démocraties. Donc, vu qu'il y a beaucoup d'élus, je me permets de vous faire ce petit coup de trompette parce qu'une grande stratégie maritime, c'est cette politique d'investissement et d'aménagement du territoire. Mais il faut des sous. Mais on en a trouvé récemment, donc il est permis de rêver. J'ai entendu l'alerte, hein. J'ai bien reçu, message reçu. Je pense que mes collègues qui sont là également. Ouais. On aura quelques interventions, mais je vois une main se lever. Mais Serge Ségura, vous vouliez apporter un élément de complément, vous disiez tout à l'heure. Oui, simplement pour dire qu'on ne pense pas à la France à l'étranger quand on veut développer une collaboration maritime. C'est malheureusement vrai, on ne peut que le déplorer. On a essayé depuis quelques années de développer un sentiment maritime au sein du réseau diplomatique. Ça commence à marcher. Les ambassadeurs de plus en plus sont intéressés par le développement des activités maritimes, en particulier dans la zone asiatique. Pour vous donner 3 exemples, le Japon, on est sur initiative de notre ambassade, on a monté un dialogue maritime avec le Japon. Ce dialogue maritime s'est réuni une fois, puis ensuite la Covid nous a empêchés de nous revoir, mais c'est le premier dialogue maritime pour la France, de politique maritime pour la France, et le premier pour le Japon. Et je peux vous assurer que ça n'était pas gagné d'avance. Les Japonais étaient très étonnés de nos démarches. On essaie de faire la même chose avec l'Inde aujourd'hui en matière de développement de la recherche scientifique marine, surtout sur les grands fonds marins et en économie bleue, parce que là, les définitions indiennes ne sont pas exactement les nôtres. Et puis, récemment, une nouvelle initiative venant du Quai d'Orsay et en lien avec la ministre de la Mer vise à développer un dialogue maritime permanent avec l'Indonésie, justement. Mais alors, avec des pays comme ça, on ne s'attaque pas aux plus petits, hein, et c'est évidemment très compliqué. Et dans un premier temps, il faut qu'ils nous découvrent. Et il faut qu'ils se rendent compte de ce que nous sommes capables de dire, de faire, de proposer. Voilà. Et on a besoin des entreprises. Et dans certains cas, les entreprises ne sont pas toujours présentes. Voilà. Il faut que chacun regarde un petit peu sa propre action pour se dire est-ce que j'ai tout fait comme il fallait? Est-ce que je peux faire plus? C'est très important. Alors ensuite, comment est-ce que toute l'organisation administrative et diplomatique fonctionne? J'avoue que je ne le sais pas. On se marche tous un peu sur les pieds, hein, sur l'Indo-Pacifique. Il y a une palanquée de gens maintenant qui en font tous un petit morceau. Moi, je suis un peu extérieur à ça, sauf que vous avez tous vu la nomination de M. Olivier Poivre d'Arvor comme ambassadeur chargé des pôles et des enjeux maritimes, ce qui a posé quelques problèmes, soyons francs. Et donc, on a réorganisé le dispositif et je m'occupe plus particulièrement des négociations maritimes internationales, ce qui est normal venant du Quai d'Orsay. Et il y en a quelques-unes en cours. Mais vous voyez, est-ce qu'il y a une réflexion derrière tout ça? Est-ce que tout ça est organisé de manière très, très claire? Ça n'est pas toujours le cas. En tout cas, pour les ambassadeurs thématiques, nous devons nous apprendre à travailler ensemble. Il en va autrement, bien entendu, pour la création si importante d'un ministère de la mer. C'est une autre dimension. Encore faut-il que ça dure. Voilà, c'est bien l'engagement dans lequel tout le monde essaie de travailler aujourd'hui. Voilà. Merci d'avoir partagé avec franchise sur ces questions-là. Je vais peut-être passer la parole à, je crois que Jimmy Pain avait levé la main tout à l'heure. Alors, on salue à la fois un député, mais aussi un grand régatier. Oui, bon, merci Christian. Oui, je voulais vous saluer tous. Merci beaucoup Anne pour cette initiative. Mon collègue Stéphane est là. J'excuse ma collègue Madame Tanguy, qui était en circonscription avec un ministre, et puis Sophie Padonac qui nous a quittés, qui est, elle, très dynamique avec la team maritime. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce qu'on fait, nous, comme part à l'Assemblée nationale? Et je crois qu'on a jamais, vraiment, on est plusieurs à essayer de parler de maritimité et de mer au niveau de l'Assemblée nationale. J'essaye de porter depuis longtemps avec l'ambassadeur Ségura une PPR sur la reconnaissance de la haute mer. On n'y arrive toujours pas. J'espère qu'avant la fin du mandat, on va trouver un petit moment, même si le calendrier parlementaire est quand même très compliqué. Et puis, vous dire qu'il y a eu le Grenelle de la mer, Christian, mais là, maintenant, il y a le Fontenoy de la mer.
Et c'est peut-être un outil pour nous tous, le Fontenoy de la mer, pour porter un petit peu quelques idées auxquelles on croit. Moi, je crois beaucoup à celle de l'enseignement et de la connaissance de la mer, parce que vous avez raison de dire que même à Belle-Île, hein, il n'y avait que 20% des Belle-Îlois qui allaient en mer. Le reste, c'était des paysans ou des commerçants. Le Vendée Globe a été un bel outil pour ça. Et tout ce qui a été fait à travers le Vendée Globe pédagogique, et le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la mer nous a bien aidés à faire les choses, donc j'y crois un petit peu. Je crois beaucoup à la transition verte du monde maritime. Hein. Je crois beaucoup à ce plan de relance dont vous parliez, Christian, qui est peut-être notre chance. Ce plan de relance, moi, je le crois beaucoup avec quelque chose dont on a assez peu parlé là finalement ce soir, mais c'est tout simplement la voile. La voile qui comme outil complémentaire de propulsion à la fois des navires de commerce et surtout des navires de croisière, parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Et puis, Serge, ce sera mon dernier mot, c'est qu'on est aux 30 ans du traité de Madrid. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire aussi pour que nous, au Parlement, on puisse donner à tous ces chercheurs, donner à ces pôles les moyens de leur travail, leurs moyens de recherche, et puis de ne pas forcément de célébrer un petit peu quand même ces 30 ans des accords de Madrid avec cette volonté de Michel Rocard de vouloir en faire quand même un endroit protégé de tout. Et il faut vraiment qu'on arrive à le suivre et qu'on a quelques mois pour le rappeler peut-être à nos gouvernements et qu'ils ne l'oublient pas dans le prochain projet de loi, projet de loi de finances. Voilà. Merci Anne pour cette prise de parole. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ou suggestions? Je voudrais après redonner la parole à nos deux intervenants. David? Laurent, il y a eu David, pardon. Et alors, il y a David d'abord et après Laurent, c'est ça? Non, moi, c'était simplement une petite remarque, monsieur le professeur, parce que on a beaucoup parlé d'histoire et c'est très, très intéressant. Et on n'a pas du tout mentionné Louis XVI. Et en fait, est-ce que ce n'est pas la seule époque de l'histoire de France où on a eu un souverain qui avait une vraie politique maritime, qui a effectué son seul voyage hors de l'Île-de-France et de Reims à Cherbourg, qui a réorganisé la Royale, qui a suivi personnellement l'expédition de la Pérouse. Et donc, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de contre-exemple d'une politique maritime réussie. Est-ce que ce n'est pas un peu pour ça que, je ne sais pas, qu'on a l'impression en fait que toute cette époque-là, qui était très importante dans la politique de Louis XVI, a complètement disparu de notre mémoire et de l'histoire de France? Vous avez raison. Alors, bon, très honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Bon, le maillon faible, c'est Louis XV, le maillon faible, ce n'est pas Louis XVI. Il y a beaucoup de choses à dire. Et en plus, Louis XVI est le seul Bourbon à ne pas avoir une régence juste avant lui, donc il ne bénéficiera pas d'une telle popularité. Le travail va être commencé avant Louis XVI, pour être honnête, par le ministre qui est Choiseul, les deux Choiseul et le cousin qui va lui succéder. Pourquoi? Parce qu'on s'est pris une piquette comme jamais. On a deux grandes piquettes dans notre histoire, 1559 et 1763, le traité de Paris. On a compris que là, sans marine, on ne tient pas. Donc, vous avez un redressement maritime, tout le monde participe, les villes participent. La ville de Paris va financer un vaisseau qui s'appellera la ville de Paris. Donc, Louis XVI, oui, il avait cette vision-là, et c'est grâce à la marine de Louis XVI qu'on a pu tenir durant toute la période révolutionnaire, au moins jusqu'en 1800. Donc, c'est tout à fait exact. Bon. Le grand de la marine, pour moi, c'est quand même Louis XIV. Même s'il n'a jamais mis les pieds sur un bateau, c'est quand même lui qui a supposé les choses. Le deuxième grand au niveau de la marine, c'est Napoléon III. La France va connaître enfin sa révolution industrielle avec du retard. 17e, les Anglais, nous, c'est à partir de 1860, grâce à deux ferments qui seront le développement du ferroviaire et des cuirassés aux fourneaux, etc. Et puis, la Ve République, puisque la marine, et l'ambassadeur Ségura l'a bien dit, on ne dira jamais assez aujourd'hui à quel point, si quasiment personne ne conteste notre siège de sécurité aux Nations Unies, c'est parce que nous sommes une puissance stratégique océanique. Mais en même temps, l'historien que je suis, et je ne le dis pas pour faire plaisir à l'amiral Merer, mais je le dis à peu près partout où je vais, je ne peux quand même pas m'empêcher de signaler que pour la première fois depuis 1945, nous n'avons pas un groupe aéronaval permanent, puisqu'on devait avoir deux porte-avions, qu'on n'en a qu'un. Et quand le successeur du De Gaulle va arriver, ça sera très peu de temps avant le départ du De Gaulle. Bon, donc là, il faut voir aussi, là, c'est compliqué, hein, mais aujourd'hui, c'est véritablement important. C'est le chef d'état-major de la marine
qui soulignait il y a peu de temps à quel point, je crois que c'est tous les 3 ans, la marine fait l'équivalent de la marine française, qui est, l'ambassadeur Segura le disait, l'une des plus importantes, pour ne pas dire les plus sophistiquées du monde aujourd'hui, non pas en termes de nombre de navires, mais en termes de capacité de projection de puissance. Il y a des spécialistes parmi vous. Donc oui, c'est véritablement important. Et par rapport au Quai d'Orsay, le fait que la France ait des bases à Djibouti, à Abu Dhabi ou autres, c'est très important au niveau des négociations internationales, y compris au niveau commercial. Donc, il faut bien voir que, c'est ce que j'explique aux étudiants, que c'est quelque chose d'important. Et il faut véritablement se battre pour donner au budget de la défense une part qui corresponde aux enjeux qui sont les siens, puisque la marine doit même surveiller un certain nombre d'attitudes qui ne sont pas du domaine militaire, mais qui relèvent également de la surveillance des parcs marins, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande à la marine, c'est un travail qui est tout à fait considérable. Mais merci en tout cas sur l'UCS, il y aurait beaucoup à dire. Je partagerai volontiers avec vous sur toutes ces questions-là. Laurent lève le doigt. Merci Laurent. Laurent Mérer. Vous branchez votre micro. Oui, bien sûr, j'approuve tout à fait ce que disait Christian Buchet sur la marine, qui apporte sa contribution autant qu'elle le peut au rayonnement maritime de la France. C'est pas si facile et c'est pas très connu, mais comme le soulignait Christian, la marine française est présente partout en permanence sur tous les océans, et c'est quand même une chose rare. Il y a que 2 marines au monde qui sont capables de le faire, chacune avec à sa mesure et avec ses moyens. Mais la France, autour évidemment de ses départements et territoires d'outre-mer, que dans le Pacifique, dans l'océan Indien, naturellement, donc loin hors de la métropole, mais aussi avec des déploiements permanents. Et ça, c'est très important, singulièrement dans l'océan Indien, dont Christian disait tout à l'heure que c'était peut-être l'océan de demain. La France entretient en permanence une flotte, un commandement permanent dans l'océan Indien, ce qui lui permet d'être présent là où des intérêts sont à défendre. Je rappelle qu'on évoquait tout à l'heure la piraterie maritime, l'affaire du Ponant. On s'en souvient, le 4 avril 2008, le Ponant est pris en otage par des pirates le long des côtes de Somalie. 4 heures après, un bateau français est dans les basques du Ponant. Voilà, c'est la même chose dans le golfe de Guinée, où on soulignait tout à l'heure l'importance des trafics maritimes de tous ordres, de la piraterie. La France est en permanence depuis des années présente dans l'océan, dans le golfe de Guinée au travers de sa marine. Alors, elle est à la mesure de ses moyens, et c'est vrai que les Français savent peu que la marine française est une des plus sophistiquées du monde, pas forcément en tonnage ou en nombre de navires, mais en capacité. Alors, elle tâche d'être présente là où la France a des intérêts à défendre. On estime que pour répondre au contrat gouvernemental qui est d'être présent là où la France a des intérêts à défendre, il faudrait par exemple une 30aine de frégates. On en a 22, c'est pas si mal, mais ça veut dire qu'il faut quand même faire des choix opérationnels. Enfin, 22, c'est pas si mal. On a mieux résisté que les Anglais, par exemple, et ça, peu de gens le savent, à ce grand mouvement de descente vers les enfers des marines occidentales à partir des années 90, au cours desquelles tout le monde voulait récupérer les dividendes de la paix. On a réussi à résister, et aujourd'hui, on arrive à aligner une marine qui est présente sur tous les océans, même si, Christian le soulignait tout à l'heure, il y a quelques lacunes, notamment l'affaire du porte-avions, puisque, comme vous le savez, la France ne dispose que d'un groupe aéronaval, alors que jusqu'ici, elle en avait 2. Bon, c'est déjà pas mal. Ce groupe est un outil puissant aux mains du pouvoir politique qui l'utilise voilà, assez souvent pour faire prévaloir les intérêts de la France. Voilà, j'évoquais tout à l'heure l'océan Indien, le golfe de Guinée. Il y a un autre endroit qui a été évoqué tout à l'heure où la marine française est de plus en plus présente, c'est dans les eaux du Grand Nord. Il va se passer des tas de choses demain dans les eaux du Grand Nord. Si on n'y est pas, on nous oubliera. Et donc la marine, depuis quelques années, entame des missions régulières dans les eaux du Grand Nord pour pouvoir appréhender sa connaissance, et
être capable d'y agir le moment venu si le gouvernement français le décide. Voilà le point que je pouvais faire un petit peu sur la présence et l'importance de la marine dans le rayonnement maritime français. Est-ce qu'on pourrait reprendre à partir des éléments de constat qu'on a fait, c'est-à-dire ce que vient de rappeler Laurent Merer, ce qu'expliquait Christian Buchet tout à l'heure, et le rappelait aussi Serge Segura, on a une marine très importante, ceci confère à la France une influence notable, notamment par sa présence au Conseil de sécurité. Mais la question que nous, on se pose, c'est comment on peut faire un peu système de tout ça. Il y a beaucoup d'intervenants, on brille dans beaucoup de sujets, il y a la marine, mais il y a aussi effectivement la pêche, le sport, toute une économie, il y a plein d'innovations, de centres de recherche qui sont branchés là-dedans. Comment faire un peu système? Comment, pour reprendre ce que disait Michel Entraigues tout à l'heure, où on disait finalement, on a beaucoup de points forts, mais assez souvent, on va prendre comme référence des entreprises d'autres pays ou un autre pays de façon générale. On est capable de le faire. Est-ce qu'il y a quelques ingrédients? Est-ce que le réseau des Français installés à l'étranger peut contribuer à promouvoir cet esprit de système qui semble un peu faire défaut? On va laisser M. Buchet et M. Segura répondre, mais juste avant, j'aurais juste voulu que Laurent Merer nous rappelle, nous fasse un peu qui il est, parce qu'en fait, je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse Laurent Merer, puis expliquer un petit peu quel est votre profil. Et j'aurais voulu également un moment qu'on puisse donner la parole à Dominique Boucas, qui a aussi une grosse expérience, je crois, sur la mer, s'il en est d'accord, donner sa vision. Il y a quelques thèmes qui ont été abordés sur lesquels je pense qu'il a un regard extrêmement pertinent. Donc, je vous laisse répondre, monsieur, peut-être Laurent Merer, juste parce que vous venez juste de prendre la parole, juste dire un peu qui vous êtes pour que tout le monde puisse bien comprendre de quelle perspective vous étiez en train de parler, et puis ensuite repasser la parole à monsieur Buchet et à monsieur Segura. Oui, voilà. Alors, j'ai passé toute ma vie professionnelle dans la Marine nationale pendant une quarantaine d'années. J'ai commandé plusieurs bâtiments de combat. J'étais engagé dans toutes les opérations de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. J'ai notamment passé pas mal de temps en océan Indien où j'ai commandé plusieurs navires et puis les forces navales de l'océan Indien, et j'étais en charge de ces forces navales de l'océan Indien en septembre 2001. Donc, j'ai eu toutes les opérations qui ont suivi le 11 septembre, qui sont la plupart passées dans l'océan Indien. J'étais en charge des forces françaises à ce moment-là. Il y a eu également d'autres affaires comme les troubles à Madagascar qu'on a un petit peu oubliés, pour lesquels on avait préparé de grosses opérations d'évacuation de ressortissants, de même que le début de la piraterie, et j'étais le premier à diriger des opérations de lutte anti-piraterie en 2002. Voilà. Et puis, plutôt dans la phase finale de ma carrière, j'ai été préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, une zone particulièrement riche en événements maritimes, et puis également préfet maritime de l'Atlantique. Donc, c'est la grosse région maritime avec 25 000 marins, une cinquantaine de navires. Et puis, les responsabilités de préfet maritime que pas grand monde en France ne connaît, mais on évoquait tout à l'heure Colbert. On ne sait pas que le préfet maritime, c'est un homme interministériel qui réunit sous sa coupe plusieurs métiers et qui exerce au nom de l'État l'ensemble des responsabilités de l'État en mer, et qui a donc une position interministérielle, ce qui lui donne une capacité d'action dans la crise qui est, je crois, sans équivalent dans le monde pour gérer un événement maritime. Le préfet maritime a dans sa main tous les leviers, et à la différence d'un préfet terrestre, il est capable d'agir directement et sans intermédiaire au nom du Premier ministre. Voilà, c'est une curiosité française très ancienne que cette institution de la préfecture maritime, que beaucoup de pays étrangers regardent pour savoir comment organiser leur action de l'État en mer. Voilà un petit peu quel a été mon parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, je laisse donc monsieur Buchet et M. Segura répondre à la question de Christian, puis ensuite passer la parole à Dominique Boucas. Je commence Oui, d'accord. Vous ne pas facile la question. Comme ça, on n'aura qu'une réponse et vous pourrez répondre à l'intervention de Dominique Boucas.
Ouais, moi, je n'ai pas de recette miracle, hein. Si j'en avais une, il y a longtemps que je l'aurais dite à mon ministre ou à mes ministres successifs, et peut-être je ne serai plus dans ces fonctions-là, ou peut-être je serai dans des fonctions encore plus importantes. Non, je crois qu'il y a des choses à accepter, c'est que les Français ne sont pas maritimes. Alors, ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Et à partir de là, il faut essayer de les rendre plus maritimes. Et nous avons des arguments. Mais il y a des éléments très importants à avoir en tête aujourd'hui, c'est le côté transversal des thèmes maritimes. Et c'est peut-être au travers de la prise de conscience de cette transversalité de toutes les questions maritimes que l'on peut démontrer à des pays étrangers qui nous sont très étrangers ou à qui nous sommes très étrangers par la distance, par l'histoire, etc., à quel point nous avons des recettes qui ne sont pas mauvaises du tout. Les préfets maritimes, par exemple, effectivement, c'est une originalité française, même un peu plus loin, j'irais, pour parler de l'action de l'État en mer. Le concept d'action de l'État en mer est un concept spécifique à la France, qui est difficile à exporter parce qu'il fait référence à notre propre histoire, à nos propres techniques administratives, mais qui intéresse beaucoup d'États, en particulier des États en développement, qui sont à la croisée des chemins, qui doivent faire des choix. Et cette capacité pour l'administration française, toute tendance confondue, à être vraiment présente en mer de manière cohérente, c'est quelque chose de très intéressant. Je suis très souvent surpris de la capacité d'innovation des entreprises françaises, du secteur économique français, et en particulier dans le domaine maritime. Et quand on parle de cela, il faut tout de suite lier cela avec la capacité de nos instituts de recherche. Parce que là aussi, tout est lié. Quand on parle de ressources génétiques marines, c'est un des grands points. Christian Buchet en a parlé tout à l'heure, et il a raison, c'est un des grands thèmes de l'avenir des océans. On sait qu'on aura besoin des océans dans l'avenir, évidemment, et qu'on va devoir continuer à les utiliser, et nous cherchons à les utiliser de manière durable. Eh bien, les ressources génétiques marines, dans cette vision d'utilisation de l'océan, sont très, très importantes. Et nous avons des instituts qui travaillent là-dessus et qui font des découvertes vraiment passionnantes, et des entreprises qui subventionnent ces recherches. Et c'est assez étrange de constater, enfin j'ai constaté ça dans différents postes un peu maritimes à l'étranger, enfin dans des ambassades qui sont amenées un jour ou l'autre à traiter de questions maritimes, que ce soit au Mozambique, en Espagne ou à Madagascar ou en Suède, que nos ressortissants, c'est-à-dire vous au fond, hein, c'est-à-dire les Français installés à l'étranger, n'ont pas conscience de l'originalité de ce qu'ils font et de la manière dont ils peuvent mettre en avant le côté français de leur travail. C'est localement que les choses peuvent très bien s'organiser de manière transversale, avec l'ambassade, avec le poste économique, avec le poste culturel, etc., pour essayer de voir comment on peut travailler ensemble pour présenter une image de la France qui soit plus reconnaissable, plus intéressante auprès des ressortissants étrangers. On commence à le voir en Inde, on commence à le voir en Indonésie en particulier, et ça nous aide beaucoup dans notre travail. Il faut que nous n'attendions pas tout de l'État, bien entendu, parce qu'il est bien incapable de fournir, mais que nous travaillons tous avec en tête cet esprit transversal. C'est la seule solution pour l'océan. Du coup, M. Segura, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez que le fait qu'en Australie, les Australiens connaissent parfaitement la Pérouse, ils vont même consacrer un tout petit musée, ils en parlent beaucoup quand vous allez rencontrer des Australiens, et très vite, ils associent très facilement la France à la Pérouse, donc à une présence maritime. Est-ce que vous pensez que ça a pu jouer dans le fait qu'on ait décroché le contrat Naval Group et des sous-marins australiens? Pas que ça, évidemment, mais enfin, est-ce que ça peut être un des éléments?
Écoutez, c'est une bonne chose que les Australiens nous voient comme un État maritime, comme un pays maritime. Et à partir de là, c'est sûr qu'ils n'ont pas trouvé ridicule une proposition de sous-marin français construit en France. Bon, je pense quand même que c'est la qualité de la présentation faite par les entreprises qui les a convaincus. Mais c'est intéressant, on revoit l'aspect culturel, là, vous voyez. On peut très bien parler à des nations étrangères en mettant en avant notre histoire d'explorateurs, notre histoire de territoire d'outre-mer aussi, en rehaussant peut-être aussi la culture de chacun de nos territoires d'outre-mer, en tout cas au moins ceux qui sont tournés vers le maritime, ce qui n'est pas le cas de tous, mais je pense par exemple à la Polynésie française. J'ai des discussions qui révolutionnent en quelque sorte mon état d'esprit avec des représentants de cette région quand ils me parlent de l'océan, de ce que représente l'océan pour leur propre culture et de la manière dont ils voient l'océan. Ça fait penser un petit peu à la manière dont certains latino-américains voient la Terre dans les Andes. Voilà. Et donc, on devrait s'imprégner un peu de ces cultures françaises pour pouvoir mieux se faire comprendre dans certaines régions du monde. Merci beaucoup. Monsieur Boucas, Loïc Boucas, est-ce que vous pouvez compléter peut-être tout ce qui a été dit? Je crois que vous avez vous-même, si vous pouvez vous présenter une expérience et un regard très, très intéressant. Bonsoir, je me place sous l'aile de l'amiral Merer, qui a été préfet maritime. J'ai moi-même modestement servi pendant de nombreuses années dans l'action d'État en mer et aujourd'hui, je travaille sur des projets européens, tous liés au maritime et actuellement sur des problématiques de trafic illicite transatlantique entre la Caraïbe, l'Amérique latine et l'Afrique. Je voudrais réagir sur deux choses. Alors, j'ai eu une petite frustration au moment, mais l'amiral Merer et M. Segura, ils sont revenus. On n'avait pas évoqué avant ce moment les préfets maritimes et le secrétariat général de la mer, qui sont, à mon sens, une petite partie de la réponse, en ce sens que, pour une fois, on ne travaille pas en silo, mais on travaille un petit peu avec tout le monde et chacun s'enrichit de l'expérience de l'autre. Le scientifique va s'enrichir de l'expérience du policier, le policier va s'enrichir de l'expérience du professeur comme M. Buchet. Et du coup, on a une vraie richesse dans le maritime qui mériterait d'être développée. Le secrétariat général de la mer, c'est une toute petite structure, mais qui est rattachée auprès du Premier ministre, ce qui prouve quand même une importance donnée aux faits maritimes, puisque les arbitrages sont rendus au niveau du Premier ministre après des concertations interministérielles importantes. Dans ce petit satisfecit français, je rajouterai un projet qui est plus qu'un projet, puisqu'il a pris corps, qui est le projet de l'Astrolabe, qui est un bateau qui est servi par des marins de la Marine nationale, mais qui est réparti entre la Marine nationale et les terres australes et antarctiques françaises et l'Institut Paul-Émile Victor. Donc, on a vraiment là un élément extrêmement concret d'un travail interministériel où chacun s'enrichit de ce que peut apporter l'autre à des coûts finalement relativement réduits. Donc ça, c'était un premier point, mais l'amiral Merer a évoqué le rôle des préfets maritimes qui est absolument fondamental dans les usages de la mer et dans le contrôle des espaces maritimes. Le deuxième point sur lequel je voudrais réagir est ce qu'a dit M. Segura en début de son intervention sur les enjeux scientifiques et technologiques, en disant celui qui a la connaissance scientifique peut prendre des décisions politiques. C'est fondamental, puisque, et M. Buchet me contredira éventuellement, mais le droit de la mer est un droit qui s'est construit, entre autres, sur la recherche scientifique, sur le développement de la connaissance de la mer. C'était, à mon sens, un des rares droits qui se base sur la science. Alors parfois pour s'en écarter d'ailleurs, mais qui utilise la science pour se développer. Et donc, celui qui a la connaissance scientifique va pouvoir agir sur le droit, va pouvoir agir sur son influence dans le monde. Et l'exemple en France est particulièrement vrai avec le programme Extraplac et l'extension du territoire maritime, ou du moins du sol maritime de la France,
avec ce programme qui nous a permis d'accroître, sans que ça se sache énormément côté français, de plusieurs millions de kilomètres carrés, notre plateau continental qui va receler énormément de richesses. Et d'ailleurs, on peut élaborer, et là encore avec le concours de la science, et pourquoi pas des startups un peu partout dans le monde, des possibilités de développement économique assez fortes. Alors, on a parlé beaucoup des nodules dans le passé, on peut parler des métaux rares aujourd'hui. Il faut savoir que les Chinois produisent peu de métaux rares, mais sont les principaux vendeurs de métaux rares, alors que les zones économiques françaises et le plateau continental français au large de la Nouvelle-Calédonie, si ma mémoire est bonne, recèlent de forts gisements de métaux rares. Alors, c'est des choses qui vont être en devenir et qui vont devoir être utilisées progressivement, mais là encore, les entreprises françaises à l'étranger, les connaissances françaises à l'étranger ont la possibilité de faire fructifier ces pépites françaises. Et la dernière chose qui m'a pas mal interpellé, ça c'est quelque chose que je livre à messieurs Segura et Buchet, c'est ces projets un peu utopiques, comme le projet Blue Frontier au large de la Polynésie, qui est porté par des libertariens qui veulent s'affranchir du rôle des États pour construire des nouvelles sociétés sur des îles artificielles, sur des îles flottantes. Alors, c'est des projets qui sont portés par des sociétés de la Silicon Valley et des gens un peu illuminés. Le terme est certainement excessif, mais en tout cas, ça fait réfléchir sur l'intérêt, l'importance de la mer et des océans dans le futur de l'humanité. Et ce projet de Blue Frontier est quelque chose d'assez étonnant, en ce sens qu'il se libérerait de l'influence des États pour construire des nouvelles thalassocraties au large des océans. Voilà, en deux mots, c'est deux, trois choses que je voulais dire et vous remercier tous pour le côté passionnant de cette conférence qui m'a laissé éveiller malgré le jet lag qui m'anime. J'étais moi-même aux Antilles sur le bateau jusqu'à hier. Merci beaucoup pour cet éclairage. Christian, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? J'avais quelques éléments de synthèse sur ce qui a été dit. Non, je crois qu'on peut peut-être avoir juste une petite réaction finale ou un commentaire final de nos deux intervenants. Après, je pense qu'on a pas mal de grains à moudre. Donc, si vous avez un mot de conclusion, je pense qu'on a les uns et les autres souligné le fait qu'on avait, comment dirais-je, un défi culturel en fait devant nous, pour reprendre l'expression de Serge Segura. On a aussi, au-delà des ressources que la France peut avoir, il y a tout ce réseau d'implantation à l'étranger qui est à la fois un défi culturel, mais aussi une source de connaissances et d'expertise et de valorisation sur lesquelles il faut qu'on travaille. Donc, toutes les pistes que vous pourrez avoir pour nous aider dans la formulation de propositions sera le bienvenu. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose maintenant, Anne, ou Moi, ce que je voulais peut-être juste ajouter, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais quelques éléments clés qui m'ont frappé, c'est déjà, nous avons des outils. Nous avons des outils pour nous faire connaître. Mais apparemment, ils sont mal utilisés, mal connus. Et l'un des éléments que j'ai entendu, c'est finalement, si nous pouvions former à travers notamment l'éducation et la culture des petits ambassadeurs de la mer, qui soient capables de se présenter comme Français avec pied marin ou connaissances marines ou une fibre marine, ça serait quand même très efficace, puisque si on en revient aux Français à l'étranger, si chacun pouvait évoquer cette fibre maritime en se présentant, ça nous aiderait quand même considérablement. Du coup, je me posais la question, ce sera peut-être l'objet d'un autre webinaire, sur les événements historiques qu'il faudrait pouvoir enseigner, et pas seulement historiques d'ailleurs, hein, économiques, scientifiques, sportifs, pour pouvoir parler de la mer et s'approprier la mer, parce que je comprends qu'il faut que finalement chaque Français s'approprie la mer pour pouvoir bien la représenter et l'intégrer à notre identité française. J'ai entendu aussi le souci, l'importance de l'aménagement du territoire. Alors ça, mon collègue Jimmy Palin est parti, mais je trouve ce sujet absolument passionnant et qui est même très disruptif, parce que penser le territoire d'Alsace-Lorraine comme un territoire maritime, évidemment, moi qui ai souvent l'habitude de dire qu'il y a des pays dans lesquels la mer est basse, je vais revoir mon propos du coup maintenant. La présence de nos entreprises à l'étranger, j'ai bien entendu, mais du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elles se projettent, c'est vrai dans beaucoup de secteurs. Donc là, dans le secteur maritime, comment faire? Et puis, j'ai oublié. J'ai noté aussi ce point très important qui m'a beaucoup frappé. Il faut que nous soyons présents, sinon on nous oublie. Alors ça, je trouve que c'est une conclusion très belle.
Et je vous laisserai, M. Buchet, M. Ségura, la conclusion. Et clairement, en tout cas, c'est l'objet du Club France Initiative. Nous n'avons pas envie d'être oubliés. Merci de nous aider à en trouver les clés. Christian Buchet, un mot de conclusion. Ensuite, Serge Ségura. Position de créer effectivement un État, je dirais, libertaire au large de. Ça ne correspond pas vraiment au droit. Je vous rappelle que le moindre you-you vous nous amenant à votre yacht, il doit avoir un pavillon. Donc, il ne peut pas y avoir quelque chose de flottant qui n'est pas un pavillon, alors de complaisance, si vous voulez. Donc, ça, je n'y crois pas. Pour James Bond, ça peut le faire. Mais... Non, je voudrais terminer sur deux choses. Bon, j'ai un titre modeste d'ambassadeur, mais mon nom n'a aucune importance. Je suis l'un des, il y en a plusieurs là, pour le coup, des ambassadeurs du phare de Cordouan. Le phare de Cordouan, c'est un phare exceptionnel qui est à l'entrée de la Gironde. Bon, il va y avoir un webinaire très intéressant le 15 mars, je fais de la publicité pour ça. Le président de la République a décidé finalement que ça sera le monument français qui va concourir pour l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. La décision, ça sera fin juin. Mais écoutez, pour une fois qu'on a un patrimoine maritime qui est proposé, je crois qu'autant pas bouder sa peine et autant de faire la publicité autour de nous. Là, c'est un petit service personnel que je vous demande. Le deuxième élément pour conclure, je voudrais vous faire une proposition, ce n'était pas prévu d'avance, mais suite à nos propos de ce soir, la proposition notamment se passerait par nos députés. Dans le cadre du Grenelle de la mer, du cadre du groupe que je présidais, j'avais deux formidables rapporteurs qui étaient Gérard Damoville et Laurent Lamiral Soudan. On a créé une carte de l'archipel France, qui est devenue un peu après le drapeau en quelque sorte emblématique du Grenelle de la mer. Parce que si on veut vendre la France à l'étranger, il faut la sortir de sa seule représentation géographique d'un hexagone magnifique avec notre Bretagne que l'on aime, qui est devenue vraiment maritime, alors qu'elle était moins avant, mais c'est ça qui est tout le génie de la Bretagne. Bref, une formidable France avec cette île de beauté qui pend en bas à droite, mais c'est intégrer tous les territoires de la nation française. On a fait réaliser cette carte, elle est à votre disposition. Pour la petite histoire, le ministère, lorsqu'il avait réalisé, il avait oublié 2 îles, enfin, c'était pas grave, il n'y a pas beaucoup de monde dessus. Mais ça montre que finalement, c'est quoi la nation française? C'est toutes les terres de la nation française. Et qu'est-ce qui les réunit? C'est la mer. Alors, on a fait une carte qui est une carte qui est un peu intello. On a représenté sur la périphérie extérieure les 5 continents pour montrer que ce n'est pas un repliement et que finalement, c'est autant de stands du savoir-faire français partout de par le monde. C'est ce qu'il faut dire aux patrons. Mais ça, c'est très important. On rêvait dans toute l'équipe du Grenelle de la mer qu'elle figure dans les écoles. Il ne s'agit pas de remplacer l'Hexagone et l'île de beauté, mais montrer que la France, ce sont tous ces territoires-là qui sont partout. Et si vous regardez le nouveau croissant fertile de demain, il faudra vous montrer une carte où va se trouver en 2040 90% de la population française, vous apercevez qu'il y a plein de points rouges. La Marine nationale a une très belle carte là-dessus. Là, c'est la France dans cet hémisphère sud. Et c'est très important. C'est très important. Donc, je vous propose qu'on puisse petit à petit, pas simplement à destination des expatriés que vous êtes, mais que dans nos écoles de partout, en métropole ou ailleurs, on ait une vraie carte de France qui est l'Hexagone et son île de beauté, mais qui représente tous les territoires de la nation française. On l'a, c'est dommage de ne pas s'en priver. Merci, Serge Ségura, vous aurez le mot de la fin. Oh là là, c'est une lourde responsabilité, trop lourde pour moi de toute façon, mais c'est formidable, on pourrait discuter des heures sur tous ces thèmes. Moi, je crois que, comme conclusion, simplement dire que nous ne devons pas avoir de complexe, qu'on soit en métropole ou qu'on soit à l'étranger, en étant français, en travaillant sur les océans, en s'intéressant aux océans. Sur la question de la carte que Christian Buchet vient de mettre en avant, il y a un aspect que vous connaissez bien à l'étranger, c'est la réaction sur les questions de souveraineté que beaucoup d'États ou beaucoup de populations étrangères ont. Et donc, il faut toujours être très prudent, évidemment, mais ça, c'est le diplomate qui parle, quand on parle de nos territoires, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y en a certains qui nous sont contestés. Mais pour la population française, montrer la dimension de la France sur tous les océans ne peut être qu'une bonne chose. Nous avons donc beaucoup d'outils pour travailler, mais nous devons apprendre à travailler ensemble, quelles que soient nos professions, quelles que soient nos connaissances. Dès lors qu'il s'agit des océans, la question, la règle d'or, c'est de travailler de manière transversale. Et puis, il faut qu'on se fasse un peu confiance et que l'on n'imagine pas, ça arrive trop souvent dans la population française, que parce qu'une initiative est montée par la France, elle est un peu rigolote, elle n'aboutira pas, ça n'a rien à voir avec ce que les Britanniques peuvent faire, avec ce que les Américains peuvent faire. Il faut que nous arrêtions avec ce French bashing que nous pratiquons bien mieux que les autres. Voilà, à notre rencontre, évidemment.
Merci. Merci beaucoup, Christian. Je te laisse le mot de la fin. Oui, je pense que d'une façon générale, si on peut éviter le self-French bashing, c'est mieux, il vaut mieux le laisser aux autres et si possible l'éviter. Alors, je crois qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, et Anne a repris ces éléments-là, on a beaucoup de grains à moudre en fait, concerne non seulement des questions de géopolitique un peu générales, ce qui n'est pas notre domaine le plus fort, mais on a bien compris ces éléments de contexte qui sont tout à fait fondamentaux et qui s'inscrivent dans l'histoire. Je crois qu'on a du grain à moudre tant pour l'action des entrepreneurs, Christian Buchet l'a rappelé tout à l'heure, c'est dans son propos d'introduction, et c'est un thème qui nous est cher. Il y a des choses à faire effectivement sur les questions de transversalité, sur mobilisation, sur la culture et sur l'éducation, qui est un thème qui moi m'est cher. Alors, je voudrais vraiment vous remercier infiniment et aussi vous faire une demande, c'est-à-dire que quand on va commencer à travailler sur quelques propositions concrètes qu'on peut faire à partir des discussions que nous avons au cours de ces webinaires, il nous faudra vous solliciter pour avoir vos réactions, vos commentaires. Et je crois que ce soir, on a rassemblé un panel tellement riche que je suis sûr que les propositions que nous ferons auront des commentaires aussi riches. Donc, merci infiniment d'avoir stimulé notre réflexion et nos discussions à venir, et les propositions que nous ferons dépendront beaucoup de ce que vous nous avez apporté ce soir. Merci infiniment à tous et au plaisir de pouvoir à nouveau échanger sur ces sujets-là dans les mois qui viennent. Merci infiniment. À bientôt. Merci infiniment. Bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Et merci à Yves de nous avoir aidé à monter cette séance. Merci à tout le monde. Au revoir.